Donc aujourd'hui, en fait, on va faire un débat. Il y a un certain nombre de questions que, on va dire, tous les Algériens ou tous les citoyens posent, mais ils ne trouvent pas en fait de réponse, ou ils ne trouvent pas de réponse satisfaisante, ou quelquefois ils n'ont pas compris les réponses. Donc aujourd'hui, Abdelrahman m'a proposé en fait de poser ces questions. De poser des questions et on va essayer de débattre autour d'un certain nombre de questions qui sont importantes, hein, des questions importantes. Donc voilà, je donnerai la parole et voilà, on va ouvrir le débat et j'espère que vous allez vous-même participer à ce débat et on a besoin des réponses de tout le monde. Merci. Ok, comme vous venez de le dire, on posera certaines questions, on va considérer ça comme un exercice politique. J'espère qu'on va réussir l'exercice politique. Et des questions générales sur le Hirak, hein, c'est des questions un peu simples. Et surtout, je veux des réponses brièvement, sans trop détailler, comme ça on ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, sans trop tarder, avant de poser la première question, bien sûr, M. Tahar, il est connu sur le place de la République. Je peux dire qu'il est un des éléments principaux de la place de la République. Il se bat pour garder cette place de la République. Il se bat avec physiquement, on va dire physiquement, moralement et juridiquement surtout, afin de garder cette place de la République. Vous savez, la place de la République, c'est un symbole du Hirak depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc, Tahar, comme vient de le dire, un des éléments principaux. Et je souhaite que ça dure longtemps. Bien évidemment, quelle que soit la différence qu'on a, moi et Tahar, politiquement, etc. Mais on a un dénominateur commun, c'est l'Algérie. On partage cet amour de l'Algérie tous ensemble. Comme je viens de le dire, c'est un grand militant des droits de l'homme et très connu sur place de la République, sur le plan politique en France. Donc sans trop tarder, je passe à la première question. Quel est, à votre avis, M. Tahar, quel est le bilan du Hirak depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui? Donc en fait, on entend un certain nombre de personnes dire, en fait, de Hirak, parce qu'ils n'ont pas compris, hein, parce que c'est des gens qui n'ont pas fait la lutte, c'est des gens qui n'ont pas été sur le terrain de militants, et ils croient que le Hirak, en fait, va changer les choses en un an ou en 2 ans ou tout de suite. En fait, parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient, en fait, ce qu'on appelait à l'époque, il y a un certain nombre de militants, les selfie boys. On les appelait les selfie boys. Donc ces personnes-là ont cru que les choses vont se faire tout de suite, automatiquement, sans faire d'efforts, et ils ont cru, parce que c'est ce qu'on appelle l'opportunisme politique. Hein. Ben, ces gens-là, ils commençaient à porter en fait, des costumes, des cravates, et dans leur tête, ça va leur permettre en fait, d'accéder à des postes de responsabilité, de devenir ministre, mais parce que, dans le fond, ce ne sont pas des gens... Il y en avait un même qui est devenu maire après. Ouais, c'est ça. Donc, qui n'ont pas compris que nos révolutionnaires, voilà, ont lutté 132 ans pour libérer l'Algérie, par exemple. Hein, et Georges Abdallah est resté en prison 41 ans parce qu'il a des principes, parce qu'il a des valeurs. Et ces valeurs-là, que le Hirak, parce que le Hirak, qu'est-ce qu'il a donné au peuple algérien? Parce que d'abord c'est une vision, c'est une idée, et ça fait idée, je vous le dis, l'idée pour traverser tout ce que, en fait, la force ne pourra pas traverser. Pourquoi? Parce que l'idée, il va rester tout le temps, il va te frapper continuellement jusqu'à ta chute, jusqu'à effectif dans la dictature. Et ça, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas compris. Parce que l'idée de Hirak et l'intelligence collective et la vision qui a été avancée, qui a été en fait, dégagée à travers des marches, des slogans et ces idées-là sont restées toujours intactes. Et le peuple algérien a montré, pas seulement à tous les peuples du monde qu'il est capable en fait, de faire des choses magnifiques. Si un changement démocratique demain en Algérie est mis en place,
Donc, ou une transition démocratique encore mieux, parce que la transition démocratique va permettre de changer les choses profondément. Dans le fond, on ne doit pas se tromper, parce que vous le savez, par exemple, je vous donnerai un exemple. Avant le régime, essayez en fait de diviser les Algériens entre eux. De dire que les Constantinois, les Kabyles, c'est pas la même chose, ils doivent s'entretuer tout le temps, ou les Oranais contre les Shablemsan, en fait, il y avait une volonté de mettre les uns contre les autres. En fait, il y a que le pouvoir nourrit, et une haine que le pouvoir nourrit, et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il essaie de revenir à ça, à travers les résultats des bacs, les résultats de BEM, au lieu de comparer les universités algériennes à des universités comme à Harvard, Oxford, non, ils font la comparaison entre une région en Algérie et une autre région. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que le régime qui a nourri en fait la haine entre les régions, veut revenir à ça parce que le Hirak a cassé ça et au contraire le Hirak a créé des ponts entre les régions et l'amour entre les Algériens. Moi, un Algérien, moi, la personne qui me ressemble, c'est la personne qui défend et qui a les mêmes principes et les valeurs que moi. Ce n'est pas, je m'en fous si tu parles n'importe quelle langue dans le monde, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, si tu as des valeurs comme les miennes, si tu es contre les injustices, si tu es contre la hubra, si tu défends les plus pauvres, tu es comme moi. Quel que soit l'endroit, que tu sois australien, que tu sois de Constantine, de Annaba, de toutes les régions d'Algérie, tu es un frère. Et tu es un frère de lutte, tu es un camarade, et je vais lutter avec toi. Donc, et ça, on a réussi, le Hirak a réussi à le faire. Voilà pourquoi, je disais tout à l'heure que les idées cassent, détruisent ce que le régime totalitaire essaye en fait de construire pour empêcher les Algériens de travailler main dans la main et de construire un changement. Voilà pourquoi l'union de tous les Algériens est indispensable. Il faut s'unir jusqu'à mettre en place une dynamique qui va pallier le régime totalitaire. Bravo. Ok, merci Tahar. Tahar, s'il te plaît, réponds à la question exactement, comme ça on ne va pas prendre du temps. Parce que si on prend à chaque réponse, on prend une demi-heure, on ne va pas s'en sortir. Donc, deuxième question. Quelles sont les erreurs qui ont été faites par les Hirak depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui? Brièvement, parce qu'on a 5 questions à répondre brièvement. Donc pour moi, le Hirak n'a fait aucune erreur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est vrai, en fait, plus le Hirak avance, plus on filtre. Ce qui va rester, d'abord, c'est la vision de Hirak qui est toujours là, qui est dans la tête de tous les Algériens, donc le Hirak est victorieux, le Hirak est gagné. Après, il y a une différence, parce que nous on est des militants, donc il y a une différence entre les militants et certains qui croient que la victoire, c'est juste de prendre le pouvoir. Non, le pouvoir est affaibli. 400 militaires, en fait, qui étaient en fait les gens qui n'arrêtaient pas de prendre des décisions sans consulter le peuple, sans son présent, c'est-à-dire le régime s'autodétruit parce que la vision de Hirak a réussi à rentrer dans le camp adverse et le détruire petit à petit. Voilà pourquoi, pour moi, le Hirak n'a pas fait d'erreur. Par contre, il faut s'unir de plus en plus. Ça, c'est ce qu'il manque. Bon, parce que certains, ils étaient dans une vision de compétition. Non, on n'est pas en compétition. On est dans la lutte pour justement en fait un changement radical. Et dans la lutte, on doit s'unir. Tous les gens doivent s'unir. Ils doivent arrêter en fait de dire si moi, si toi. Non, on doit faire tomber le régime. Après, c'est au peuple de choisir, parce que nous, on croit à la volonté du peuple, en fait, parce que nous, on croit à la démocratie, on croit Au faire mieux. Au changement, voilà, qui viendra du peuple. Voilà. Merci, Tahar. Oui, merci, Tahar. Donc, on passe à la troisième question, brièvement toujours, puisque vous dites qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur qui a été faite par le Hirak. Donc, quelles sont les conséquences de tout ça?
Aujourd'hui, on se retrouve quand même avec une trentaine de personnes sur place de la République. On se pose la question pourquoi les Algériens ont déserté la place de la République alors ça fait 3 ans en arrière, on était des milliers, voire des centaines de milliers. Donc quelles sont les conséquences de tout ça? Juste pour te dire, il y a 2 exemples à donner. En fait, en 1954, il y avait 6 braves Algériens qui ont pris la décision de déclencher en fait la révolution. Donc ici, 6 braves ont pu convaincre en fait ce qu'on appelle le groupe de 24, et les 24 ils ont réussi à convaincre en fait tout un peuple. Il y a en Chine, je vais vous le dire, et vous n'allez pas me croire, c'est incroyable mais vrai. En fait, avant de passer en fait avant d'avoir le droit en fait, de choisir, il y avait une dictature, très très difficile, en fait des gens qui étaient, enfin un totalitarisme en Chine, là, tu n'as pas le droit de parler, bon, un peu pire qu'aujourd'hui. Donc il y avait 12 personnes qui se sont réunies, et je vous dis un truc, vous n'allez pas me croire, ils se sont réunis sur un territoire qui était un territoire chinois qu'ils ont loué pendant des dizaines d'années aux Français. Donc c'est les Français qui géraient en fait ce territoire, et sur ce territoire-là que en fait les gens qui ont mis en place en fait le communisme en Chine se sont réunis et ils ont réussi à faire un changement, et on le voit aujourd'hui, même si en fait ils doivent faire des efforts sur le plan de la démocratie, de respect des droits, mais ils ont réussi quand même à en même temps développer leur pays et mettre fin au totalitarisme. C'est vrai, en fait en Afrique, malheureusement en fait en Algérie et notamment en fait dans tous les pays africains, même si certains ont fait l'effort, comme nous, on a soutenu par exemple Ousmane Sonko au Sénégal, on était content de le voir en fait se battre pour la démocratie. Malheureusement, Diomaye Faye s'est incliné et s'est mis à genoux devant Trump, et on est triste. Et là, j'espère qu'au Cameroun, dans quelques jours, en fait, il y aura des élections. J'espère que le diktat Paul Biya va tomber, j'espère, hein. Et nous, on soutient la dynamique populaire, et notamment en Côte d'Ivoire, parce que là, c'est la plus grosse arnaque de la Ouattara. J'espère que Gbagbo réussira à unir toute la Côte d'Ivoire autour de lui pour mettre fin à la dictature d'Alassane Ouattara. Ça, c'est la lutte. En fait, c'est quelques personnes, quelques voix qui se réunissent, mais la lutte, tant qu'il est là, tant qu'il est, il y a des gens qui croient à cette lutte, tant que 90% des Algériens croient à cette lutte, donc moi je suis convaincu que c'est ça la victoire, et ce n'est pas en fait juste enlever le régime, parce que le régime, même si on l'enlève demain, on a besoin d'un petit temps pour mettre en place en fait et mettre les bases de la démocratie, donc c'est ça la besoin. Ok, merci. On essaie toujours de rester dans le cadre de l'Algérie. On ne va pas s'embrouiller, on ne va pas se noyer dans notre question. Donc, quatrième question. Pourquoi le Hirak n'a pas réussi? Quand je parle n'a pas réussi, sur le plan politique. Parce que sur le plan politique, il n'y a aucun changement en Algérie, ni politique intérieure, ni politique extérieure. S'il n'a pas réussi, pour quelle raison? Brièvement, s'il te plaît, pour qu'on ne prenne pas beaucoup de temps. Donc je vais répéter. En fait, c'est la définition de la réussite différente en fait, d'une personne à l'autre, d'un quelqu'un qui a milité et quelqu'un qui n'a jamais milité. En fait, la réussite, c'est que le pouvoir aujourd'hui n'arrive plus à vendre ses discours. C'est ce qu'on appelle en fait la gauche appelle en fait l'infrastructure et la superstructure. Donc quand je parle de la superstructure, c'est la vision, c'est les idées. En vrai, puisque le pouvoir n'arrive plus à vendre ses discours, sa vision, il n'a plus de projet, il ne peut plus convaincre le peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, qui s'appelle le Hirak, et le Hirak, justement, a réussi à gagner, il a réussi en fait à convaincre tous les citoyens, tous les Algériens, 99% des Algériens, qu'il faut un changement. Le régime qui se cachait, les jeunes militaires qui se cachaient en fait, derrière une façade civile. Aujourd'hui, il est au devant de la scène. Cheikh Diriha n'a pas d'autre choix que de se montrer sur les chaînes de télé, dans les médias. Il n'a pas d'autre choix. Parce que pourquoi? Parce que le Hirak a réussi à le sortir et à le montrer le vrai pouvoir. Et ça,
Ça, c'est la plus, en fait, c'est la plus grande réussite en fait de Hirak. Parce que les gens qui faisaient comme si ils ne sont pas en fait le centre de décision, ce ne sont pas eux qui décident. Et qui se cachaient derrière une façade civile qui n'a aucune légitimité et qui n'est pas choisie par le peuple. Ces gens-là se retrouvent aujourd'hui en fait démunis de tout. Tebboune n'a aucune légitimité, ça tout le monde le sait. Aujourd'hui en Algérie, on sait que les élections ne servent pratiquement à rien, on sait que le Parlement ne sert pratiquement à rien, on sait que toutes les institutions ne sont pas des institutions qui sont choisies par le peuple mais imposées par les généraux, on sait que les entreprises publiques, la plupart sont gérées par des amis des généraux, on sait que la réalité des choses, en fait, la réalité des choses, c'est que ces gens-là ne représentent rien. Et ils ont la force entre les mains, l'argent, ils vendent nos richesses pour avoir les moyens pour écraser le peuple, mais dans le fond, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. En fait, le peuple les rejette. Donc, pour moi, c'est ça la réussite de Hirak. Et le Hirak, c'est lui le maître de l'horloge. Il a choisi de s'arrêter à un certain parce qu'il y avait la Covid, parce qu'il faut protéger les citoyens, parce qu'il y avait des guerres, parce que la géopolitique n'arrangeait pas les choses. Mais ça ne veut pas dire que le Hirak a fait le choix en fait, de mettre fin à la lutte révolutionnaire. Au contraire, le Hirak a fait le choix en fait, de choisir en fait, le temps et gérer le temps. Et à son avantage, et on voit que le régime se déstructure complètement, la guerre entre les clans, des gens entre eux, ils n'arrivent plus à s'entendre, chaque 2 mois, 3 mois, il y a quelqu'un du régime qui sort pour dénoncer les gens avec qui il travaille. Donc, dans le fond, on a réussi à déstabiliser le régime, et le régime s'autodétruit, et le Hirak attend le temps qu'il va choisir lui-même, les citoyens, les Algériens, attendent le temps qu'ils vont choisir eux-mêmes, parce qu'ils sont les maîtres de l'horloge, pour revenir, pour balayer définitivement le régime totalitaire. Ok, merci. Donc, هذا الجنرالات اللي هو منكم ندخلوه للحبس في المطار ندخلوكم للحبس. برافو. راكم تهضروا بالجنرالات عندكم حجه. pas de souci. Donc, je passe à la dernière question. Et dernière question, c'est la 5e question. Pensez-vous que le Hirak était infiltré par les services secrets, bien évidemment, ou bien il n'était pas prêt à faire un changement en Algérie? Donc la question, elle est très importante, parce que vous savez bien que les partis politiques, ils étaient hors jeu, parce qu'ils n'ont aucune légitimité en Algérie. Les élites n'ont pas suivi les hiérarchies d'une manière générale. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une interrogation. D'après vous, est-ce que le Hirak n'a pas été infiltré ou bien il n'a pas été préparé afin de faire un vrai changement en Algérie? Vous savez, en fait, les mouvements de masse, moi je l'ai appris dans toutes les luttes. Quand on lit un petit peu, en fait, que ce soit en Espagne, au Portugal et un peu partout dans le monde, les transitions démocratiques prennent du temps. Pourquoi? Parce que, en fait, la révolution, c'est comme la science. La science, on ne peut pas devenir scientifique en quelques jours. Donc, il y a des étapes. Étape d'apprentissage, étape d'approfondissement, étape de maîtrise. Il y a une dernière étape, une fois on est passé par l'étape en fait, parce que c'est un mouvement de masse. Par contre, ce mouvement de masse nous a montré beaucoup de choses, parce qu'il nous a appris beaucoup de choses, parce que l'intelligence collective et la vision dégagée par le Hirak, ça montrait que la maturité de notre peuple, par contre, c'est normal. Pour moi, en fait, c'est comme pour devenir un scientifique, il faut passer par toutes ces étapes-là. Au début, j'apprends, c'est un apprentissage que tout le monde peut faire. Et puis, j'approfondis, et puis la maturité, une fois on est arrivé à la maturité, c'est là qu'on va mettre en place une stratégie pour justement inventer des choses, pour avancer la science.
Merci beaucoup. Donc, pour avancer la chose, et ça, donc c'est pas moi qui l'a dit, vous pouvez lire un petit peu Kant, parce que moi, je lis beaucoup, en fait, parce que la philosophie, c'est important. Kant parlait, en fait, de la conscience philosophique. Il a développé un certain nombre d'étapes, justement pour arriver, pour devenir un scientifique. Et ça, c'est très très important. C'est très très important. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui croient que les choses vont changer tout de suite. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Et les révolutions. Au contraire, quand ça prend le temps, la révolution va réussir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va constater qui fait quoi, qui lutte réellement pour le changement démocratique. Et on a vu, par exemple, des combattants de l'intérieur en Algérie. Ils n'ont pas pu prendre le pouvoir, certes, mais s'ils avaient pris le pouvoir, l'Algérie ne vivrait pas en fait ce cauchemar. Les combattants de l'intérieur, ceux qui luttaient réellement pour l'indépendance de l'Algérie, on les a tous tués. S'ils ont pu y aller jusqu'au bout, ils auraient pu mettre en place une Algérie démocratique tout de suite. Il y a un deuxième point, il faut faire attention, parce que les partis politiques, c'est important de parler de ça. C'est très très important. Pourquoi? Parce que le régime, effectivement, il a réussi à noyauter en fait les partis politiques, et ça c'est une technique. C'est-à-dire noyauter, ça veut dire, il y a trois façons en fait de noyauter un parti politique. J'essaie de chasser tous les gens qui étaient à l'intérieur, qui luttaient dans les directions, parce qu'on ne pourra jamais toucher en fait la base militante, dans les directions. Donc on va chasser tous les responsables des partis politiques qui ne soutiennent pas le régime et qui n'aident pas le régime. Ça, c'est une façon de infiltrer, d'une façon à changer en fait le discours à l'intérieur de la direction, parce que eux, ils essaient de contrôler en fait les directions. Et le troisième point, essayer en fait d'acheter un certain nombre de personnes pour leur faire changer en fait le discours, donc de faire sortir en fait le discours habituel en fait de partis politiques qui luttent pour un changement démocratique. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas compter sur un certain nombre de partis politiques parce qu'ils sont loyautés. Et le fait de les loyauter, donc il faut un sursaut, il faut une lutte de ces militants pour se débarrasser de ces gens-là qui ont trahi le parti, trahi les valeurs de ce parti, trahi de certain nombre de partis. Il y a un certain nombre de partis politiques, on l'appelle, ils sont dans une logique de corroborer, c'est-à-dire appuyer en fait le discours du régime. En contrepartie, le régime il leur donnera un certain nombre de places, un certain nombre de privilèges. Et ces partis ils sont connus, vous les connaissez tous. Il y a certains qui font partie du système, il y a certains, eux, ils ne vont pas lâcher le système. Pourquoi? Parce que si le système tombe, eux ils tombent aussi. Donc, et comme ils n'ont pas de base dans la société, personne ne les soutient, et on les connaît, hein, c'est des partis politiques qui ont 10 personnes, 10-15 personnes, ou 100 personnes, on va dire ça, ils ont 100 personnes, donc si jamais demain il y aura des élections, ils ne pourront pas gagner ni au niveau de l'Assemblée ou prendre le pouvoir, donc ils ont choisi, c'est une tactique, donc tactiquement, ils préféreraient rester en fait avec le pouvoir, le soutien critique, donc ces gens-là qui restent en fait dans le soutien critique, donc n'ont pas intérêt de voir une Algérie démocratique, parce que l'Algérie démocratique les empêchera d'avoir un peu plus de pouvoir, donc ils préféreraient collaborer quelque part avec le pouvoir d'une manière directe ou d'une manière indirecte pour garder les privilèges, garder les intérêts, garder le... Et donc, voilà pourquoi il faut passer par le peuple pour balayer, pour changer justement les partis politiques, parce que tous les clients, en fait, c'est pas sur les partis politiques, sur les visions, pour se construire, on va pas dire que nous, on veut passer à quelque chose où il n'y a pas de parti politique. Non, on n'est pas là. On est pour, au contraire, on n'est pas dans cette logique. Au contraire, on est pour le multipartisme, mais un multipartisme vrai, pas un multipartisme de façade, pas un multipartisme fabriqué, pas une opposition qui est fabriquée par le régime. Donc, et ça c'est très très important. Donc on doit travailler justement pour un vrai mouvement de masse
et on va conscientiser de plus en plus, on va aller plus loin et peut-être, j'appelle tous les militants de travailler sur un projet parce que le projet pour l'avenir de l'Algérie, c'est ça ce qui va nous permettre en fait de pallier ce régime. Parce qu'on avait dégagé un certain nombre d'idées, on a fait chacun un projet. Il y avait des milliers de projets à pendant des milliers de projets. Mais ces projets-là, et à un certain moment, il faut se mettre d'accord sur en fait un minimum, c'est-à-dire par exemple pendant la Révolution, ils se sont mis d'accord. Il y avait vous savez, pendant la Révolution algérienne, au début, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Par exemple, le PPA, le NPLD, il y avait des partis politiques. Par contre, au moment de la maturité de la lutte, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un point, petit point, l'indépendance de l'Algérie. Donc le fait de se mettre d'accord sur ce point-là, petit point, pour certains, c'est pas beaucoup. Mais dans le fond, ce point, indépendance de l'Algérie, a réussi à rassembler tous les Algériens, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie, y compris ceux qui étaient qui s'opposaient farouchement à l'indépendance. Donc ils ont réussi. Il y a en fait un certain moment où il y avait de la maturité et l'envie d'y aller vers l'indépendance. Donc on a réussi à rassembler tous les courants, toutes les visions autour d'un seul point, l'indépendance de l'Algérie. Je pense que le moment est venu de mettre en place, de se mettre d'accord sur un projet, on va le réfléchir, on va travailler. Tous les militants doivent adhérer, et je suis d'accord, hein, parce que on ne peut pas rester juste comme ça. Il faut on a lutté, il y avait un temps de maturité, maintenant il faut passer à l'action, il faut s'unir, il faut peut-être les uns et les autres doivent faire l'effort pour se parler et se mettre d'accord sur un vrai projet qui va protéger, qui va rassurer et qui va permettre à l'Algérie de passer à autre chose. Et surtout contribuer. Oui, merci, M. Tahar. C'est une question que j'ai pas préparé, une question qui me vient à la tête comme ça. Elle donne l'appétit. D'après vous, comment se fait-il que nous sommes presque 6 millions de franco-algériens en France, sans parler de la diaspora qui sont établis tout peu partout, dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Espagne, etc. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur un vrai projet politique, économique, social, politique intérieure, politique extérieure. Est-ce que vous ne trouvez pas que certains politiques ne sont pas matures côté politique? En plus, on a un problème d'union. On n'arrive pas à s'unir entre nous. C'est vrai que moi, ce que j'ai appris dans les années, on va dire 70, je suis rentré dans le parti politique FFS, j'ai appris la tolérance. J'ai appris j'ai appris à accepter l'autre. J'ai appris à avoir une vraie stratégie politique. J'ai appris l'économie. Après, par la suite, j'ai fait l'histoire. J'ai fait beaucoup pour être, on va dire, plus ou moins... Parfois, ils ne connaissent même pas l'histoire de l'Algérie. Ils ne connaissent même pas l'histoire de la France. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'histoire de la Révolution algérienne. Je peux vous parler de l'histoire de la Révolution française, 1789. Regardez, la première République française, c'est 1793. C'est presque un siècle. Aujourd'hui, on n'a pas la démocratie parfaite. Le peuple français apprend, le peuple français crée des partis politiques, font des débats au Parlement. Nous, les Algériens, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un projet sans parler des partis politiques, parce que les partis politiques aujourd'hui sont inexistants. Le FFS qui était le symbole de l'opposition algérienne, aujourd'hui il est inexistant. L'FLN qui était plus ou moins, quelle soit la critique qu'on peut porter sur l'FLN, moi j'ai appris plein de choses avec l'FLN, j'ai travaillé avec eux à partir des années 80, j'y avais rien fait, mais aujourd'hui on a passé sur un parti, comme la FFS qui était pour la vraie opposition, la FFS qui éduquait, la FFS qui formait, la FFS qui avait des principes derrière, c'est vrai, un grand monsieur qui était derrière, c'est vrai, mais aujourd'hui, pourquoi on n'a pas un petit Hussein Ibrahim? Pourquoi on n'a pas un petit Kassim? Pourquoi on n'a pas un petit Abaradam qui est derrière pour donner la vraie politique de l'Algérien, pour que l'Algérie devienne un vrai pays pour tout le monde, pour que l'Algérien se respecte entre eux aujourd'hui? Moi je vois parfois quand on fait des débats, les Algériens insultent l'autre Algérien parce qu'il n'adhère pas à son projet, parce qu'il n'a pas la même idéologie.
Jusqu'à quand on continue comme ça? Moi, je vois qu'il n'y a pas entre nous, il n'y a pas d'union. Le point essentiel de ma question, pourquoi les Algériens n'arrivent pas à s'unir sur un vrai projet politique? Donc, ça va une chose. En fait, vous savez, le problème en fait, moi je prends toujours ce problème parce qu'il est important entre les générations. Une génération critique et notre génération. Et des fois, les critiques ne sont pas basées en fait sur des choses très très solides. Moi, si je dis à mon fils, par exemple, aujourd'hui, que moi, j'arrive à maîtriser en fait plusieurs langues et vous, pourquoi vous ne le faites pas? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, avant, il y avait une génération qui faisait 2-3 modules. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ils font de l'informatique, de l'intelligence artificielle, ils font de la physique, de la chimie, des trucs. Donc, on ne peut pas faire une comparaison. C'est pas possible, en fait. Donc, pour moi, c'est au contraire. Le Hirak, c'est une référence pour moi, d'abord. C'est une référence tout simplement parce qu'ils nous ont montré que ils ont réussi à unir les Algériens, tous les Algériens, chose que certains n'ont pas pu faire. Et même si le pouvoir a essayé de les diviser, le Hirak a réparé tout de suite. Tout de suite, après leur arrivée en fait sur la place publique, après quelques rassemblements et quelques slogans ont permis au Hirak en fait, de changer les choses. Et je donnerai un exemple que certains critiquent aujourd'hui. D'où la Madani Macha Askaria. Il faut être un génie pour trouver une phrase simple que tous les Algériens peuvent comprendre et que, en fait, qu'on arrive à diffuser à toute la masse, tout le monde chante ça, tout le monde, en fait, c'est un slogan qui est arrivé partout. Donc, du point de vue de management, tu peux être le plus grand économiste, tu n'arriveras pas à faire ça en un temps petit temps et d'une façon en fait intelligente et permettre à tout le monde, même les gens qui n'ont jamais fait de politique, de comprendre le concept. Et ils ont associé quelque chose. Ils ont associé quelque chose parce qu'avant de dire Doula Madani Macha Askari, ils parlaient d'Abad justement, ils disaient Abad Nausaya, Doula Madani Macha Askari. C'est ça l'intelligence. Et ça montre que le Hirak, ce n'est pas juste un petit mouvement, c'est une intelligence, c'est une référence, et on doit s'inspirer de Hirak. Et le peuple algérien a donné une leçon au monde entier, la tolérance, la non-violence, le respect de l'environnement, la propreté, ils font des marches et ils nettoient. Donc, et ça, ils ont éduqué toutes les générations qui vont y arriver, vont s'inspirer de ça, justement pour construire une Algérie forte, une Algérie solide, une Algérie qui croit à la science, une Algérie qui avance, une Algérie qui va devenir réellement en fait, le moteur de l'Afrique, le moteur qui va aider l'Afrique à avancer. Et donc, c'est très important. Donc, ceux qui disent que le Hirak n'a pas fait quelque chose, ces gens-là n'ont jamais fait de politique. Donc, le Hirak a réussi tout ça. Donc, il a éduqué des générations et des générations. Et ces générations, c'est ces générations qui vont défendre l'Algérie de demain. C'est ces générations qui vont développer l'Algérie. C'est ces générations qui vont partir plus loin pour pouvoir en fait, faire en fait, demain de l'intelligence artificielle, de faire d'y aller peut-être en fait, envoyer des fusées, de faire de l'Algérie quelque chose qui va ramener avec lui toute l'Afrique pour se développer. Et ce projet-là, c'est un projet de Hirak, et ça, personne, nul, n'a la possibilité de le faire. Et ça, à la base, ça prendra en fait des siècles. Et vous savez, le Hirak l'a fait tout de suite. En 2 ans, en 3 ans, il a réussi à le faire. Par contre, parce que le régime est l'ennemi de l'Algérie, parce que le régime est l'ennemi de l'Afrique, parce que le régime est l'ennemi du peuple, parce que le régime est l'ennemi du développement, parce que le régime est l'ennemi du bonheur, parce que le régime est l'ennemi de la nature, parce que le régime est l'ennemi de développement. Parce que le régime est l'ennemi en fait, des gauchistes, parce que le régime est l'ennemi de tout ce qui peut
peut faire avancer les pays. Donc, eux, ils n'ont pas supporté ça. Eux, ils n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont pas pu transmettre un peuple quelque chose qui va les unir. Donc, le régime n'a aucun intérêt de laisser un mouvement qui a remplacé la violence par des pleurs, le non-respect, le manque de respect par le respect, la violence par la haine entre les gens par la solidarité. Donc ça, le régime ne l'a pas supporté, donc il a fait le choix. Il a fait le choix. Donc il a fait le choix en fait, de détruire ce moteur, le moteur qui va avancer l'Algérie, le moteur qui va développer l'Algérie, le moteur qui va permettre à l'Algérie de faire un saut vraiment qualitatif. Et ça, en fait, c'est pas seulement pour l'Algérie, je disais tout à l'heure, et moi en même temps pour l'Afrique, et aussi pour le monde, parce que les Algériens, si demain il y aura un développement, ils ne viendront pas en Europe. On parlera plus en fait, de l'immigration comme ils sont en train de parler aujourd'hui. Il n'y aura pas de discours, on n'entendra plus Giorgia Meloni parce que peut-être c'est les Italiens qui vont faire du chemin, qui vont traverser la Méditerranée pour travailler en Algérie. Et ça n'arrange ni le régime totalitaire d'Alger, ni non, donc le régime totalitaire n'arrange ni en fait ce changement important n'arrange ni le régime totalitaire, ni les oligarques de toute la planète, en fait les multinationales qui organisent le pillage en Algérie et qui organisent le pillage en Afrique, donc ça ne les arrange pas. C'est-à-dire parce que s'il y aura une démocratie en Algérie, s'il y aura un développement en Algérie, donc personne n'aura, même aujourd'hui, des clés pour organiser le pillage dans le désert, prendre en fait toutes les richesses, personne ne les touchera, juste pour gonfler en fait les comptes des responsables algériens à l'étranger, leur donner des maisons en contrepartie, ils vont voler toutes les richesses. Donc ça, il n'y aura pas de ça. Donc ça ne les arrange pas, ça n'arrange personne. Donc c'est difficile pour nous, c'est vrai, tout simplement parce que, en vrai, les oligarques, les pays forts, qui ont l'habitude de voler nos richesses, ne laisseront jamais le peuple algérien récupérer sa souveraineté, instaurer un régime démocratique, la transparence et tout ce qui permet en fait d'empêcher, je veux dire, le vol de nos richesses et le pillage. Voilà. Maintenant, on passe à une question économique, stratégie économique et politique. Vous savez bien qu'en 2018, Abdelmoumel Ouelkhadour, qui était le PDG de Sonatrach, il a acheté une usine de raffinerie en Italie, en Sicile. Et cette usine de raffinerie a été achetée à hauteur de $1 milliard. Ma question, pourquoi l'Algérie n'a jamais voulu délocaliser cette usine afin de la mettre à Oran ou à Tizi Ouzou, à Hannama, où vous voulez, afin de créer de l'emploi déjà en Algérie, parce que cette usine qui est en Sicile, elle emploie au moins 1000 salariés, elle dégénère un bénéfice allant jusqu'à 800 millions de dollars de bénéfices, qui raffine à peu près 11 millions de tonnes de pétrole par an, équivalent à peu près à 900 000 tonnes de pétrole par mois. Et cette raffinerie aujourd'hui, elle profite plus à l'Italie parce qu'elle a été rachetée par Sonatrach c'est une société des États-Unis qui était propriétaire de cette usine. Donc elle a été rachetée parce que l'usine allait déposer le bilan. Donc la Sonatrach, donc quelque part, a sauvé les salariés italiens. Pourquoi cette usine n'a pas été délocalisée par la Sonatrach afin de créer l'emploi en Algérie et avoir une valeur ajoutée pour l'économie algérienne? Brièvement, s'il te plaît. Donc on a remarqué sur la loi, en fait, la loi minière, ils ont réussi quand même à mettre en place une loi qui va donner 80% des terrains pour en fait, des sociétés étrangères, hein, donc, et même rendre des champs en fait, entiers
ils les ont hypothéqués, c'est-à-dire hypothécables. Hypothécable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un terrain, si jamais les multinationales, par exemple, donnent de l'argent au régime totalitaire d'Alger et le régime n'arrive pas à rembourser, ils ont le droit de prendre en fait ces terrains-là. Vous imaginez en fait ça? C'est-à-dire, eux, ça ne les intéresse pas de faire des régimes, en fait, d'enrichir le pays. Là, ils vont vendre toutes les terres là, 80% vont partir à l'étranger, 20%, un petit peu aux Algériens. Et pourquoi 80% à l'étranger? Tout simplement parce que eux, ils se sont mis d'accord avec des multinationales. C'est un transfert de façon directe de l'argent des Algériens à des banques étrangères pour alimenter leur compte, le compte des responsables. C'est des milliards, hein, c'est pas des centaines de millions, un truc comme ça. C'est des milliards de milliards. C'est des milliards de milliards, donc ils vont y sortir de l'Algérie, et c'est ça leur but. C'est-à-dire le fait d'avoir une entreprise en dehors des frontières, ça leur permet en fait de nourrir en fait les voleurs, les prédateurs, et tous les gens en fait qui en fait aujourd'hui qui profitent en fait de nos richesses. Donc voilà, c'est très très important de savoir. Donc voilà, eux ils veulent de l'argent à l'extérieur. Et les gens, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, les gens qui ramènent l'argent de l'extérieur vers l'Algérie, c'est eux, par exemple l'immigration. L'immigration, aujourd'hui, le régime a fait le choix de contrôler en fait des gens qui aident leur famille, qui font l'économie en Algérie. Parce que quand quelqu'un arrive avec une somme importante de France ou d'Italie ou des États-Unis, qu'est-ce qu'ils font les Algériens? Les Algériens, ils sont tellement solidaires avec le peuple, avec leurs frères, avec les sœurs qui sont à l'intérieur. Quand ils ramènent de l'argent, ils aident la famille, ils nourrissent les enfants, ils leur achètent des moyens pour étudier, et ils construisent. Quand on construit, on fait travailler les gens. Donc quand on fait travailler les gens, c'est-à-dire on aide l'économie et en même temps, le pouvoir qui est censé construire ces maisons, voilà, il est tranquille parce qu'il y a quelqu'un qui est venu le construire à sa place, c'est-à-dire l'immigration. Donc, et eux, ils ne veulent pas de ça. En fait, eux, ils font le contraire. Eux, ils sortent de l'argent. Nous, quand on rentre de l'argent, et ils ont une stratégie d'ailleurs, c'est une stratégie, toute une stratégie derrière, et ils ont planifié ça. C'est-à-dire, eux, ils veulent dire qu'encore, ah oui, vous avez ramené plus de 1000 euros, vous les volez. Pour faire de toutes les personnes qui vivent à l'étranger comme des voleurs. C'est comme si on a tous volé. Vous voyez, il y a la stratégie encore des voleurs et des prédateurs, c'est-à-dire pour dire on a tous volé, quelqu'un qui va rentrer avec 1100 euros, qu'il a gagné honnêtement, qu'il a gagné avec parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fait des sacrifices. Donc le régime totalitaire, pas seulement il va lui enlever, il va l'accuser que quoi il a volé, alors que eux, ils veulent nos richesses, ils veulent, en fait, ils donnent nos richesses à d'autres pays, en fait, et ils veulent se comparer à des gens qui gagnent honnêtement leur argent, et voilà la lâcheté du régime, et il a fait ça, en fait, parce que la période de Bouteflika, il l'a fait avec l'enseigne pour dire tous les Algériens, vous avez volé, quelqu'un qui n'a pas réussi, parce qu'il n'y avait pas de planification derrière l'enseigne, en fait, les gens écrivent, en fait, les entreprises dans tous les sens, il n'y avait pas de, personne pour les aider, les accompagner, et enfin, ils ont commencé à leur dire, vous avez volé l'argent. Non, ils n'ont pas volé, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas accompagnés, parce qu'il n'y avait pas de planification derrière, parce qu'il n'y avait pas un projet économique réfléchi. Et ça, c'est très très important. Donc, le régime est le seul voleur, le peuple n'a jamais volé, et les immigrés qui rentrent avec l'argent, ils l'ont gagné dans la difficulté pour construire leur pays. Et aujourd'hui, le régime totalitaire et ses banques, parce que les gens qui gèrent les banques, les immigrés n'ont pas accepté, ou les Algériens qui vivent un peu partout dans le monde, n'ont pas accepté de mettre leur argent dans les banques, gérées par les enfants du voleur, parce qu'ils ne leur font pas confiance. Donc s'il y aura un retour de confiance demain, si le Hirak gagnera, les Algériens vont mettre en fait dans des banques,
et ils vont passer par des bureaux de change, ils vont pas partir en fait ils font pas ça en noir, ils font plus ça en noir, hein, parce que ça arrange les généraux justement, qui achètent ici des biens, et ils font passer les gens par le square. Le square en fait, et c'est surtout ce qu'on essaie des généraux, et managent par le premier. Donc, voilà, eux ils ne veulent pas voir ça, ils veulent toujours rester dans le noir, rester en fait en dehors de la loi, en dehors, parce que la loi n'existe pas, la loi c'est eux, la justice c'est eux, le juge c'est eux, le procureur c'est eux, l'économiste c'est eux, le chef d'entreprise c'est eux. Donc il faut mettre fin à ça, et ça on peut pas gagner avec l'économie de bazar, ni l'économie de Kaba. Apparemment ils sont revenus à l'économie de Kaba après l'achat des moutons et les lentilles et le riz. Donc, et ça montre qu'il y a un échec et tout à faire, parce qu'aujourd'hui en Algérie, on fabrique rien. On fabrique des boîtes de sardines, et des tomates, et de l'arissa. L'arissa, c'est la seule chose qu'on arrive à fabriquer parce qu'ils ont échoué. Mais c'est la réalité, ils ont échoué. Et c'est ça ce qu'on appelle l'échec total. Oui, merci. D'après ce que je comprends, par rapport à l'usine de raffinerie qui a été achetée par la Sonatrach, pour vous, c'est pour l'intérêt du pouvoir de laisser l'usine en Italie que de la délocaliser en Algérie pour gagner davantage, pour détourner l'argent du contribuable, étant donné que cette usine elle profite plus aux Italiens qu'aux Algériens. La question était pourquoi le pouvoir algérien n'a jamais parlé de cette usine Augusta, elle s'appelle Augusta, elle est positionnée, elle est en Sicile, elle emploie le directeur général de cette usine, c'est un Italien, les ingénieurs c'est des Italiens, les salariés c'est des Italiens. Pourquoi la Sonatrach a sauvé les salariés italiens et a délaissé les salariés algériens? Aujourd'hui, vous savez que l'économie algérienne a un déficit de 70 milliards de dollars à l'intérieur. Vous savez bien que la dévaluation du dinar, vous savez que l'inflation, l'Algérie est touchée au moins à 3 points. Vous savez que la perte du pouvoir d'achat depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, elle est à hauteur de 30%. Donc ma question est claire et nette, s'il te plaît, réponds juste à cette question puis on clôture le débat. Pourquoi le pouvoir d'aujourd'hui d'Abdelmajid Tebboune n'a jamais parlé de cette usine Augusta pour la délocaliser en Algérie afin de créer de l'emploi davantage et de participer à une valeur ajoutée pour l'économie algérienne? Et merci. Donc je donnerai un exemple qui est simple et très très clair pour tous les Algériens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils veulent faire en fait de l'Italie en fait une plaque tournante. Vous savez, ce qu'on appelle un hub. L'Italie devient aujourd'hui officiellement l'hub en fait de l'Europe. C'est eux qui gèrent en fait tout ce qui est énergie et ils veulent rajouter en fait le numérique. Hein. Juste pour vous informer, l'Algérie a bien nourri Giorgia Meloni, donc là ils lui vendent le pétrole et le gaz presque gratuitement. Pourquoi? Parce que eux, pour rester au pouvoir, ce qu'on appelle, on l'a vu avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire pour rester au pouvoir, pour les laisser au pouvoir, ils doivent justement hypothéquer, vendre nos richesses, et donner en fait nos richesses à d'autres pays parce que eux, ils sont restés au pouvoir grâce à ces puissances qui les aident et qui les soutiennent. Donc voilà pourquoi. Et d'ailleurs, Giorgia Meloni a été contente. L'Italie était en difficulté. Si on va vérifier en fait les chiffres, c'est facile de vérifier les chiffres. Les Italiens étaient en difficulté. Tebboune est en fait le régime totalitaire s'est allié avec une fasciste, une raciste, une ennemie en fait des étrangers, une ennemie des Algériens. Donc, cette fasciste, raciste, valide de Netanyahu, ça vous le savez tous, donc a trouvé quelqu'un qui va lui donner le pétrole, le gaz, presque gratuitement. Et donc, elle va vendre à tous les pays d'Europe. Et on a, en fait, sachant que
Sachant que, dans le fond, en fait, l'Italie était en difficulté, donc nous, il y a un manque de gaz, dans le monde, et vous savez, avec la guerre russo-ukrainienne, donc au contraire, il y a un manque de gaz. Donc on a la possibilité de jouer en fait la concurrence et vendre nos produits, du point de vue économique, et vendre nos produits plus chers. On a plus d'acheteurs, et ils n'ont pas le choix, ces acheteurs n'ont pas le choix, c'est un produit plus qu'indispensable, c'est-à-dire il est vital à leur économie. Donc on a la possibilité de jouer la concurrence et vendre plus cher. Non, le régime, parce qu'il a besoin de quelqu'un en Europe qui va l'aider à se maintenir. Donc même une fasciste, une raciste, une ennemie de l'homme, une ennemie de l'humanité, ils vont s'associer à elle et va vendre notre gaz à qui il veut, et notamment à Netanyahou. Des prix préférentiels, donc il va voir. Et eux, en fait, ils ont sauvé en fait l'extrême droite italienne, donc ils vont mettre debout la tête de l'extrême droite italienne, valet de Netanyahou et Trump, Et prolonger la pauvreté. et prolonger dans la vie d'un régime totalitaire. Et c'est extrêmement dangereux. Ils peuvent jouer avec tout. Et ils sont capables de faire tout pour se maintenir au pouvoir. Donc, voilà pourquoi l'usine, on ne parlera jamais, parce qu'ils préparent l'après, parce qu'ils savent qu'encore leur fin s'approche, et ils savent que le régime totalitaire ne pourra pas survivre au Hirak. Le Hirak va le chasser, et il ne pourra pas survivre au Hirak. Donc, le seul moyen, en fait, c'est de préparer l'avenir, leur avenir, et l'avenir de leurs enfants, et ça, on ne pourra pas le faire. En fait, sans en fait, voilà, l'achat des usines ailleurs, et comme ça, ils vont faciliter en fait le vol, et peut-être ils se sont mis d'accord. Il y a des clauses qui leur donnent la possibilité de récupérer ces usines, si jamais, en fait, il y a un changement démocratique en Algérie. Donc, je pense que toutes les questions étaient intéressantes. Je profite pour remercier le camarade qui était là. On l'a dit, il l'a dit, et moi je respecte, même si on n'est pas d'accord politiquement, mais parce que on lutte pour le multipartisme, on lutte pour la diversité des visions, on lutte pour la démocratie. C'est la voix du peuple. Ça. Et j'invite tous les Algériens de faire cet effort. On n'est pas d'accord politiquement, mais on peut travailler ensemble. Pourquoi? Pour libérer l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie. Après 62 ans en fait, de l'indépendance des territoires. Et la 7e année du Hirak. Et la 7e année de Hirak, et après l'indépendance des territoires, que ce régime doit remettre en cause, parce que même notre souveraineté, avec ces lois, la nouvelle loi en fait, de minière, c'est un danger. En fait, ils peuvent vendre des territoires entiers. Donc, on a intérêt à unir nos forces et à travailler ensemble. Oui, merci. C'est juste une petite clarification par rapport à la loi 80-20%. Si les réseaux sociaux, si un juriste en Algérie peut me confirmer ça, parce qu'en fait, moi je sais que le vote de la loi a été voté au Parlement, elle est passée au Sénat, mais vous savez que la loi en Algérie, pour qu'elle soit applicable, il faut qu'elle passe au Conseil des ministres. Donc tant que la loi n'est pas revenue du Conseil, comme on appelle ici, Conseil constitutionnel, afin d'être votée en majorité au Conseil des ministres, elle ne sera pas applicable. Donc vous, les juristes bien pointus, qui connaissent la loi, la constitution algérienne et la loi juridique d'une manière générale, répondez-nous, est-ce que réellement elle est passée au Conseil des ministres ou non? Parce qu'à mes connaissances, moi j'ai fait de la recherche, la loi elle n'est pas encore passée au Conseil des ministres. Vous savez, tant qu'elle n'est pas passée au Conseil des ministres, elle ne sera pas applicable. Donc la question est là. Une autre juste clarification par rapport à l'Italie. L'Italie, ils ne sont pas une puissance économique mondiale. Pour dire la même chose, la France elle est 7e puissance économique, l'Italie elle se trouve dans 20 ou 25 puissances économiques. Donc elle profite de l'économie algérienne parce que les contrats qui ont été signés de gaz ou de pétrole, c'est un prix très très bas.
Comme ils ont fait avec à une les période Espagnols. de 20 ans. Donc nous, on n'a pas besoin de signer des contrats avec l'Italie afin de laisser d'autres pays, par exemple comme la France, quelle que soit la critique qu'on peut porter sur la France. La France, elle est septième puissance économique, elle est deuxième ou troisième puissance nucléaire, elle fait partie du Conseil de sécurité. L'Italie, elle ne fait pas partie du Conseil de sécurité. En plus, vu la diaspora qui vit en France ici, on dépasse les 5 millions franco-algériens. Vu l'histoire qu'on a entre l'Algérie et la France, il ne faut pas oublier que l'Italie, elle était, durant la Deuxième Guerre mondiale, elle était avec les Allemands. Il ne faut pas oublier que Ben Bella, les personnes qui sont passionnées d'histoire, Ben Bella, il a été décoré, il a gagné la bataille de Montesico. Il y avait aussi Boulay qui était adjudant à cette époque-là. Donc l'Algérie a plus d'histoire, de liens d'histoire avec la France qu'avec l'Italie. Donc c'est ça la question qu'on se pose, nous, bien évidemment, nous vivons tous en France. On a intérêt d'avoir plus de relations sérieuses avec la France, pas avec des lobbies, parce que je sais qu'on a des lobbies des deux côtés qui veulent casser cette relation qu'on a depuis quand même presque 2 siècles aujourd'hui. Donc, l'intérêt de l'Algérie, je ne pense pas qu'il se trouve avec l'Italie ni avec l'Espagne. On peut les avoir comme un partenariat commercial, comme un échange de commerce, mais notre intérêt, il est plus avec d'autres pays qui sont forts économiquement. On peut ramener une vraie valeur ajoutée pour l'économie algérienne et qu'on peut aussi faire des transferts de technologies afin de développer notre économie, notre recherche, parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'Algérie, elle n'est pas compétitive au niveau économique, ni extérieur, ni intérieur. Donc, on a besoin de ces grands pays comme les États-Unis, comme la Russie. La Russie, vous avez vu, Sergei Lavrov, quand l'Algérie voulait intégrer le BRICS, Sergei Lavrov a dit textuellement que l'Algérie n'est pas un pays économique. L'Algérie n'a aucun poids au niveau économique. Par conséquent, l'Algérie a été écartée d'intégrer le BRICS. Donc aujourd'hui, l'Algérie n'a ni le BRICS, ni rien du tout. On est presque livré à nous-mêmes. Nous, on ne veut pas cette politique. On veut une politique comme avant. L'Algérie, elle fait partie des pays non alignés. Ces pays non alignés, elle peut travailler avec tous les pays sans prendre part d'un autre ou d'une autre pour créer des problèmes à l'Algérie parce que on veut cette politique, que l'Algérie fait de la politique comme avant, non alignée, et ça donne une place à l'Algérie économiquement et politiquement. Je finirai par un grand diplomate algérien, Mohamed Safir Yahya, qui était un grand diplomate. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas de vrais diplomates qui mettent en valeur la politique extérieure algérienne afin d'imposer l'Algérie en tant que vrai pays, en tant que grand pays de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, on est à la traîne, espérant qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont prendre le pouvoir, qui vont mettre en valeur notre chère Algérie, qu'elle aura son mot à dire au niveau international. Et merci de m'avoir écouté. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci à vous.